Et bonjour à tous. Je vous ai pendant longtemps habitués aux contrées chaudes et aux cigales du sud provençal. Mais aujourd'hui nous les quittons, nous partons, nous prenons la vallée du Rhône, nous la remontons vers le nord, puis nous bifurquerons vers l'est, vers les vallées de la Savoie. Sur la route, je dois vous faire une confession. J'ai longtemps repoussé la réalisation de cette vidéo. Je suis originaire de Savoie, de la vallée de la Tarentaise. Je n'ai pas grandi au milieu des expressions provençales, mais des restes qu'avaient laissés les patois savoyards dans la langue française de chez moi. Comme beaucoup de gens de ma région, je n'ai pas appris le patois dès la naissance. L'intérêt particulier que j'éprouve pour cette langue a commencé lorsque j'ai quitté progressivement le village où j'avais été élevé. Le savoyard a laissé un substrat dans le français local. Et le français standard de Paris peine parfois à rendre compte de façon efficace de la réalité des montagnes. Et l'apprentissage de cette langue a été pour moi comme une suite de révélations, des mots posés sur des pierres, des reliefs, des nuages et tant d'autres choses encore informes dans ma pensée avant ces découvertes. Durant mes études, j'ai appris un certain nombre de langues, mais je dois vous l'avouer, le patois de mon village est sans doute celle qui m'a demandé, et il me demande encore, le plus grand effort. Car contrairement aux autres langues dont les chemins de l'apprentissage ont été débroussaillés, tracés, simplifiés par des manuels, des dictionnaires, le travail de linguistes, d'écrivains, de professeurs et d'institutions étatiques puissantes, la langue du village où j'ai grandi a simplement été compilée dans quelques petites pages, ne comportant qu'un lexique réduit, presque sans grammaire. À mes débuts, alors que j'étais encore lycéen, puis jeune étudiant en licence, j'ai dû, pour l'apprendre, m'improviser linguiste, comparer les patois, compiler, interroger les gens dans mon village. Et c'est un travail que je n'ai pas encore achevé aujourd'hui. Voilà la raison qui m'a longtemps fait hésiter à vous parler du savoyard. Certains ne comprennent peut-être pas le problème méthodologique auquel je fais face. Certains pourraient me dire, mais enfin, des manuels de savoyard, il y en a, j'en ai sans doute déjà vu sur tel ou tel site internet. Oui, mais la particularité du savoyard et des langues qui fonctionnent en patois, c'est qu'elles ne fonctionnent pas comme les langues nationales, comme le français, comme l'italien, comme l'allemand, comme l'anglais. Le savoyard, tout comme les langues qui l'entourent, fonctionnent en une multitude de patois interconnectés. Il n'y a pas à ce jour une bonne version du savoyard. Il y en a des centaines, il y en a peut-être même des milliers selon la façon dont on le découpe. Et interpréter le savoyard au travers d'un manuel général de son apprentissage serait un petit peu compliqué, car il s'agit déjà d'un placement particulier de quelque chose qui ne s'inscrit pas dans la tradition linguistique du savoyard et de la Savoie, du monde au travers des patois. Mais au travers de cette vidéo, je vais tout de même tenter de vous donner un aperçu de ce qu'est le savoyard. Après 7 années à potasser des dictionnaires, des articles linguistiques, des grammaires et d'autres œuvres sorties de cette littérature locale et populaire, j'ai estimé pouvoir vous en faire un exposé afin que vous puissiez entrevoir la richesse de cette langue, de ses patois, de son système unique au milieu de tous ces idiomes nationaux standardisés. Aujourd'hui, je vais tenter de vous introduire au savoyard. Commençons en douceur par quelques petits mots français cette fois-ci, mais d'un français emprunté à la langue savoyarde, adapté au français. Donc il faut conceptualiser ça comme une rencontre entre deux mondes. D'un côté, le français, on va dire, de base, le français de racine, qui vient du monde francilien, parisien, et qui va être confronté à de nouveaux concepts qui viennent plutôt du monde alpin, et du coup de la langue qui s'est spécialisée, qui a grandi à cet endroit-là, donc le savoyard.
On va commencer avec avalanche, que vous connaissez tous, donc composé de deux racines savoyardes, l'aval, qui désigne du coup un mouvement du haut vers le bas, on va dire, et le mot lanche, lance ou lance en savoyard, qui renvoie à un terrain en pente et dégagé. Donc on a affaire à quelque chose qui bouge sur un terrain en pente et dégagé, et cela de façon aval, c'est-à-dire du haut vers le bas. Vous avez ensuite le piolet, donc là vous avez affaire à un objet proprement alpin, un outil. Si jamais on était resté vraiment à la racine de la langue française francilienne, on aurait pu dire un genre de pioche alpine, mais non, on a dit piolet, voilà, donc il y a eu un emprunt également. Vous allez avoir la tartiflette, la tartiflette qui est un plat folklorique, rattaché à la Savoie, rattaché aux Alpes de façon plus générale, avec pour racine la tartifle, donc la pomme de terre. Ensuite, vous allez avoir le terme monchu qui est rentré il n'y a pas si longtemps dans le dictionnaire. Alors celui-là, si vous n'êtes pas savoyard, je ne suis pas certain que vous le connaissez forcément. Donc un monchu, au départ, c'est un monsieur, en savoyard. Monchu veut dire monsieur. Et il en est venu à désigner plus spécifiquement une catégorie sociale d'étrangers au monde paysan savoyard qui, quand ils venaient dans ce monde-là, voulaient qu'on leur serve du coup du monsieur, voulaient qu'on les appelle monsieur. Donc il y a quand même un petit côté, on va dire, péjoratif dans le mot, mais on va dire c'est un péjoratif de vérité, on va appeler ça comme ça. Ensuite, vous allez avoir, comme dernier mot de cette petite liste, le mot puff, qui dérive du savoyard puff, d'un patois particulier d'ailleurs. Et ce mot désigne à l'origine la poussière, et il en vient également à désigner, du coup, par hyper spécialisation de la langue locale, la neige qui ressemble à de la poussière, la neige poudreuse. Rentrons un petit peu plus dans les détails, et creusons-nous un petit peu plus la tête. Le savoyard n'est pas un ensemble linguistique isolé. Il se trouve situé dans un ensemble linguistique plus large que vous voyez sur la carte, ici en couleur, sous le nom de franco-provençal. Mais on retrouve plusieurs noms pour le désigner. Tout d'abord, un nom que vous connaissez sûrement, le terme patois. Ensuite, vous allez avoir le terme franco-provençal, comme vous l'avez vu sur la carte, et également le terme arpitan. Commençons par le franco-provençal. Le franco-provençal est le nom scientifique donné à la langue par le linguiste Graziano Isaia Ascoli, qui la découvre en 1874. Il est un linguiste important, il a également découvert d'autres langues, ou plutôt révélé d'autres ensembles linguistiques, comme le ladin par exemple. Ce nom est donc utilisé dans la plupart des recherches scientifiques. L'arpitan maintenant. L'arpitan est avant tout un terme politique. Ce mot est composé de la racine harpe. Dans mon patois, par exemple, on la prononce or. Dans mon patois, elle désigne l'alpage, mais elle peut aussi renvoyer aux Alpes. Il s'agit d'un terme plutôt politique, comme je le disais. Ce seront donc plutôt des militants linguistiques qui emploieront ce terme. Vous voyez ici à nouveau l'espace arpitan. Le patois maintenant. Le patois est un concept difficile à définir. Bien souvent, c'est un terme qui a une mauvaise connotation. Le patois serait un idiome vernaculaire, une langue de tous les jours, du quotidien, utilisée dans les milieux paysans, un genre de langue française déconstruite, de langue française corrompue et appauvrie. Une langue appauvrie est une langue sans règles. Mais il n'en est rien. Les patois sont peut-être beaucoup plus réguliers et peut-être beaucoup mieux ordonnés et beaucoup plus complexes qu'une simple langue nationale comme le français. Nous allons le voir tout au long de cette vidéo. Pour donner une définition plus large et moins galvaudée, on pourrait dire que le patois est une langue populaire propre à une communauté paysanne en relation avec d'autres patois. Parce que très souvent, on parle de patois. Il y en a plusieurs. Par exemple, on retrouve souvent la division, cela est fait notamment sur la question des collectes. Quand on va collecter un patois en Savoie, on note la commune dans laquelle ce patois a été collecté, dans lequel tel mot ou telle forme a été collecté. Donc on retrouve très souvent
une idée reçue selon laquelle une commune est égale à un patois. Mais revenons un petit peu à ce concept de langue nationale, pour l'opposer au patois. Car effectivement, historiquement, la langue nationale française s'est opposée à ce qu'elle a nommé patois. Je vous cite ici l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire a été très important dans le développement de la langue française durant la Révolution. Il a notamment rédigé un ouvrage qui se nomme « Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française ». Dans cet ouvrage, il définit notamment les raisons qui le poussent à s'opposer au patois. Je cite « On peut uniformiser le langage d'une grande nation. Cette entreprise, qui ne fut pleinement exécutée chez aucun peuple, est digne du peuple français, qui centralise toutes les branches de l'organisation sociale et qui doit être jaloux de consacrer au plus tôt, dans une république une et indivisible, l'usage unique et invariable de la langue de la liberté. » En effet, la République d'alors, jacobine et centralisatrice, fait face à une opposition dans les différentes régions. Cette opposition va notamment s'appuyer sur la culture locale, les langues. On craint alors le séparatisme. D'autant que certaines langues aux bordures de l'État français ressemblent drôlement, c'est peu de le dire, aux langues qu'on retrouve juste de l'autre côté de la frontière. La peur est donc réelle. Mais ce qu'il faut retenir de ce discours produit par un État centralisateur est que le patois a avant tout une dimension politique. On pourrait même aller un petit peu plus loin dans la définition du patois et dire que le patois est avant tout la langue d'une communauté donnée. Je vous ai mis à droite une carte de la Tarentaise, la vallée dont je suis originaire. Vous voyez, avec les 2 étoiles, 2 communes, celle du haut, la Côte d'Em, et l'autre, Mâcon-la-Plagne. Bien souvent, on a tendance à diviser le monde savoyard en dialectes et à simplifier le terme patois en disant qu'il s'agit tout simplement d'un dialecte et que les dialectes se composeraient d'un continuum dialectal, c'est-à-dire un ensemble continu sur lequel la variation, le patois, arriverait de façon progressive. En d'autres termes, imaginons la route qui relie Moutier et Bourg-Saint-Maurice. Ainsi donc, Moutier devrait être relativement différent de Bourg-Saint-Maurice. Si jamais nous prenions un patois situé exactement entre les deux, je ne sais pas, la Côte d'Em par exemple, nous devrions avoir un patois qui serait entre guillemets le chaînon manquant, ferait donc un petit peu page de changement progressif. Dans ce contexte, on pense alors que la variation au sein du dialecte, c'est-à-dire les patois, aurait pour origine la distance qui sépare les populations, qui les isole et qui les pousse à développer d'une façon plus ou moins spontanée leurs propres règles grammaticales, leur propre lexique. Mais lorsqu'on regarde les choses dans le détail, il y a certaines choses qui clochent. Comme je vous le disais, je vous ai mis ici la Côte d'Em et Mâcon, avec les étoiles du haut et du bas. Ces 2 communes se font face, ces 2 communautés se sont connues pendant extrêmement longtemps, mais pourtant, ces 2 patois sont drastiquement différents sur plusieurs aspects. La grammaire, par exemple à Mâcon-la-Plagne, nous retrouvons une flexion au pluriel sur tous les masculins ainsi que sur les féminins. Alors qu'à la Côte d'Em, la flexion ne s'applique que sur les féminins et tous les masculins sont invariables. De même, le lexique diffère. Un certain nombre de mots existent à Mâcon-la-Plagne et n'existent pas à la Côte d'Em. Les prononciations des mots vont également beaucoup varier. Il y a donc un phénomène de rupture dans un espace relativement réduit. Si je vous dis que dans le contexte de notre petite vallée, les communes ont tendance à beaucoup se quereller, pour des histoires diverses. Il peut s'agir de questions très souvent assez politiques, sur la question notamment des alpages, les terrains de pâturage, les activités économiques. Mâcon-la-Plagne a eu beaucoup de bûcherons, ce qui est moins le cas à la Côte d'Em par exemple, mais également de façon plus moderne sur la question de l'aménagement des routes, sur la question des impôts, sur la gestion de la police municipale. Également la question moderne de la gestion des ressources aquatiques,
de l'eau. Il faut également noter que le patois a une forte conscience linguistique de ce qui est considéré comme correct et de ce qui est considéré comme non correct au sein du même patois. Si je dis par exemple le verbe plutôt, zoye, il est tout à fait compréhensible pour un patoisan de mon village. Mais il me répondra tout de suite qu'ici on ne dit pas zoye, mais zoye. Vous voyez donc par là que le patois cherche très souvent à se distinguer des autres patois et à se conserver au sein de cet environnement linguistique. Vous pourriez alors arguer qu'un patois, en soi, c'est une langue, un petit peu comme une langue nationale. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, il y a une conscience de soi, une conscience du groupe politique, chaque commune étant presque une petite nation à part entière, une conscience d'une norme, comme si, du coup, chaque patois était sa propre langue, en soi. Dans le militantisme linguistique savoyard et arpitan, on préfère le plus souvent considérer que non, que le savoyard ou l'arpitan sont des langues en soi. Pour vulgariser, ça va peut-être vous sembler un petit peu bizarre, mais les patois, c'est un petit peu comme Spider-Man. Pensez aux histoires des films et des comics dernièrement sortis sur Spider-Man, dans lesquels il y a des histoires de dimensions parallèles, de multivers, un petit peu comme Spider-Man Across the Spider-Verse. Là-dedans, vous avez tout un tas de Spider-Man différents. Ces Spider-Man restent Spider-Man, mais à chaque fois, ils ont un petit quelque chose qui les fait changer, qui les fait se rendre différents par rapport aux autres. Eh bien, les patois, c'est un petit peu la même chose. Vous allez avoir un patois de la Côte d'Em qui va être une version particulière de la langue savoyarde. Un patois de Mâcon qui va être une autre version différente de la langue savoyarde. Un patois de Tignes qui est encore une fois une autre version de la langue savoyarde. Mais malgré tout, tous ces patois, et c'est là où l'ensemble arpitan va diverger et diverge encore par rapport au concept de langue nationale, il existe une intercompréhension entre tous ces patois. Les patoisans, les gens qui parlent patois, ont grandi dans un environnement où, en dehors du cercle familial et du cercle communautaire restreint, tout le monde parle une version différente de la langue, et c'est normal. Ils ont donc l'oreille qui est faite pour entendre les autres et comprendre les autres. Il faut se mettre dans la tête des anciennes communautés paysannes qui vivaient en Savoie, dans lesquelles il n'y avait pas forcément de documents pour prouver au jour le jour qu'on venait de telle ou telle commune, de telle ou telle communauté politique. Alors on utilisait la langue pour l'exprimer. Il faut savoir que sur cette question de l'intercompréhension, d'après certaines expériences menées, des patoisans étaient capables de comprendre des gens bien plus loin que le simple espace arpitan ou franco-provençal, notamment dans l'espace auvergnat, dans l'espace provençal et jusque dans le Piémont. Passons maintenant à l'histoire du patois savoyard. Nous analyserons son évolution depuis l'Antiquité. Le franco-provençal se développera à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen-Âge. Souvenons-nous tout d'abord que Lyon avait été un centre important de la diffusion de la langue latine dans la région gauloise. Pendant un certain temps, la population va continuer à parler des langues celtiques qui laisseront quelques traces, comme en français. Des substrats dans la langue, par exemple le mot charrue. Tout comme pour la langue d'Oïl, on notera une légère influence germanique, notamment par les invasions burgondes qui s'installeront dans la région, qui donneront d'ailleurs après la Bourgogne. Cela dit, cette influence restera tout de même moins forte que celle exercée sur la langue d'Oïl. Pendant tout le début du Moyen-Âge, le latin d'église occupe la place d'une langue administrative et cléricale, mais les communautés paysannes commencent à se fragmenter, ce qui va marquer une évolution dans la langue. Progressivement, le latin vulgaire va devenir l'ancien franco-provençal. Mais le franco-provençal n'acquérera pas la place qu'a eu la langue d'Oïl d'un point de vue politique, car c'est plutôt la langue d'Oïl qui va arriver progressivement sur le territoire. Commençons déjà par noter la présence de la famille des ducs de Savoie,
ils acquéreront un pouvoir progressif dans la région qui commencera à réellement se faire remarquer autour de l'an 1000. Au XIIIe siècle, bien avant l'édit de Villers-Cotterêts, le français va apparaître comme langue écrite aux côtés du latin. Elle obtient cette popularité notamment grâce aux croisades et deviendra à partir de là une langue courtoise en Savoie et dans tout ce qu'on nomme l'Arpitanie, c'est-à-dire la zone dans laquelle on parle arpitan ou franco-provençal. Au cours du XIVe et du XVe siècle, le français remplace progressivement le latin dans l'administration et il confirme également son statut de langue courtoise. Et cela un siècle environ avant l'édit de Villers-Cotterêts. Durant cette même période, le savoyard reste tout de même la langue principale du peuple, la langue vernaculaire, la langue du quotidien. Contrairement à une idée reçue, le savoyard a bel et bien été une langue écrite. Mais ce n'est pas en Savoie où la langue franco-provençale sera pour la première fois mise à l'écrit. C'est à côté de Lyon et dans le Dauphiné. On citera par exemple Marguerite d'Oing au XIVe siècle. Les premières traces littéraires savoyardes nous étant parvenues remontent au XVIe siècle, notamment grâce à l'invention de Gutenberg, l'imprimerie. Nous citerons en premier poète Nicolas Martin. Il est originaire de la vallée de la Maurienne. Il rédigera un premier ouvrage relativement étrange qui sera divisé en deux parties. Une première concernant des chants de Noël, rendant grâce à Dieu, rendant grâce à Jésus, et une seconde partie comprenant des chants paillards et comportant un caractère beaucoup plus sexuel, voire scatologique. Je vous propose d'analyser l'un de ces textes. Le personnage parlant à la première personne est une femme qui se plaint ici de son mari qui, n'est pas très vivace au lit du fait de son alcoolisme et nous avons ici moult descriptions des différents maux qui l'affectent, des différentes maladies à caractère plutôt scatologique qui perturbent donc ce couple. Autre petite caractéristique que vous pouvez regarder, c'est l'orthographe. Donc, sur certains points, cette orthographe est tout à fait comparable à celle du moyen français, à celle que pouvaient utiliser par exemple les auteurs de la Pléiade, qui évoluent dans le même environnement linguistique, enfin, non franco-provençal, langue d'oïl, on s'entend, mais un environnement similaire du point de vue orthographique. À l'exception d'un petit détail, vous remarquez qu'il y a beaucoup de Z à la fin des mots. Ces Z ne sont pas prononcés, ils sont muets et servent à informer le lecteur que la voyelle les précédents est une voyelle atone. Par exemple, le dernier mot que vous voyez dans cette chanson, que l'on pourrait lire cumaclose, se prononce en réalité soit cumaclo, soit cumaclo. Durant cette même période médiévale, 16e, 17e siècle, la langue savoyarde continue à être écrite. On la retrouve beaucoup dans des farces, des moqueries, des satires. En dehors de son utilisation purement humoristique, la langue revêt souvent un caractère politique. Elle se mêle d'ailleurs des questions religieuses, à savoir que la Suisse de l'époque est en proie aux guerres de religion entre catholiques et protestants. La Savoie va vivement s'opposer à l'implantation des protestants sur son territoire et on retrouvera des poèmes, ou plutôt des chansons, comme par exemple « Les protestants, c'est loup ». C'est le titre français qui a été donné à cette œuvre. Revenons sur la question graphique. Comme je le disais, les Z finales ne se prononcent pas à cette époque-là et on retrouve ce même caractère graphique dans les toponymes jusqu'à aujourd'hui en Savoie. Vous avez également le X. Alors, chez Nicolas Martin, le X final n'existe pas. Dans d'autres textes, c'est le cas, et en particulier donc pour les textes toponymiques. Ce X sert à l'inverse à noter une voyelle tonique. Donc on ne dit pas Chamonix, mais Chamonix. On ne dit pas Avoriaz, mais Avoria. On ne dit pas la fécla, mais la fécla. Bon, évidemment, en français, vous pouvez dire Avoria ou la fécla. Une autre bonne prononciation, qui était recommandée d'ailleurs par Gaston Thorillon, ce serait tout simplement de transformer les voyelles atones en schwa français, en E atone français, donc la fécle ou Avori.
Mais tout cela n'est pas une science exacte. On retrouve ce caractère orthographique également dans les patronymes, et bien souvent, les X et les Z sont prononcés dans les patronymes. Donc c'est un petit peu compliqué. Durant cette même période, le français va se diffuser au sein des couches populaires par le biais de l'Église. Cette dernière souhaite éviter que le patois, qui est un idiome toujours propre à un groupe social, à un groupe politique, ne ralentisse la diffusion de son message. Le français sert alors de langue neutre et unitaire. Il faut se mettre un petit peu dans la peau d'un prêtre de l'époque qui pouvait venir d'une commune différente que celle de ses ouailles et qui pouvait avoir du mal à s'exprimer sur certains sujets parce que ses ouailles faisaient plus attention à la façon dont il disait tel ou tel mot et au caractère politique très localisé de ce qu'il pouvait exprimer. Arrive ensuite ce qu'on pourrait appeler un âge sombre, durant lequel le savoyard va entrer en déclin. Cette période recouvre tout le 19e siècle et va déborder également un peu plus dans le passé vers le 18e, peut-être même avant, et également durant le 20e siècle. Alors un événement assez important auquel on pense par rapport aux Savoyards, c'est évidemment 1860, le rattachement définitif de la Savoie à la France. La politique linguistique de francisation s'accélère sur le territoire, même si cet événement revêt une importance capitale pour le développement du territoire savoyard, il ne s'agit peut-être pas d'un événement linguistique si important. Je m'explique. Durant la Révolution française, la Savoie avait d'ailleurs été envahie par la France. Elle avait été renommée département du Mont-Blanc durant cette période. Je vous ai parlé tantôt de l'abbé Grégoire qui avait mené la politique linguistique durant la période révolutionnaire. Voici un extrait de son texte sur le rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française. Et voilà ce qu'il dit sur les dialectes des frontières. C'est surtout vers nos frontières que les dialectes communs aux peuples des limites opposées établissent avec nos ennemis des relations dangereuses, tandis que dans l'étendue de la République, tant de jargons sont autant de barrières qui gênent les mouvements du commerce et atténuent les relations sociales. Par l'influence respective des mœurs sur le langage, du langage sur les mœurs, ils empêchent l'amalgame politique et d'un seul peuple en font 30. Cette vision de la politique linguistique influencera la France jusque sous la Troisième République, où l'on verra tout de même quelques débats, mais toujours est-il qu'entre 1881 et 1886, l'école gratuite, laïque et obligatoire de Jules Ferry sera mise en place. En Savoie, les enfants qui parlaient patois pouvaient être marqués d'un insigne et pouvaient également être punis. Cela va progressivement ancrer dans les mœurs l'idée que le patois est une langue dont il faut avoir honte. Bon, on a beaucoup parlé de la République française, mais en réalité, il s'agit là d'un facteur plutôt mineur dans le déclin des patois en Savoie. Ce qui va durablement mettre dans une situation de déclin les patois, ça va être le changement d'institution, en particulier le bouleversement des bases économiques traditionnelles, avec l'industrialisation et la centralisation, qui va priver le patois de son environnement politique d'origine, le monde paysan. C'est-à-dire qu'à l'époque, les villages vont perdre une importante partie de leur population avec l'exode rural. Les usines vont attirer d'autres populations ne parlant pas le patois savoyard dans la région, notamment parce que ces usines sont proches de chemins de fer et en particulier de retenues d'eau qui permettent de construire des barrages et de produire de l'électricité, plus tard notamment au début du XXe siècle. Le monde change et aucune place n'est donnée au monde traditionnel paysan dans ce nouveau monde. Et par conséquent, aucune place n'est donnée aux langues parlées par ces paysans. Un autre événement portera un coup très dur
aux Savoyards, comme à toutes les autres langues régionales, c'est la Première Guerre mondiale. En Savoie, on a eu, surtout au début de la guerre, le cas de villages entiers qui étaient condamnés à disparaître parce que, à l'époque, les populations des différentes régions n'étaient pas mélangées dans différents régiments. On avait des régiments régionaux, on peut dire. Et il pouvait arriver que sur la base d'une mauvaise décision ou sur la base d'un sacrifice, un village puisse perdre l'entièreté de ses descendants. Et pour éviter ça, il a été notamment décidé dans les tranchées progressivement de mélanger les origines des différents combattants, ce qui a conduit au cas où évidemment les soldats se sont mis à plus parler français que leurs différentes langues régionales d'origine. Mais au milieu de toutes ces tragédies, le patois va réussir à survivre et à renaître sous une nouvelle forme. On notera déjà la présence des scientifiques et des linguistes, comme par exemple Ascoli, qui va découvrir l'espace linguistique franco-provençal en 1874. Car avant, c'était un espace plus ou moins indéterminé, on l'estimait un petit peu comme de la langue d'oc, ou comme de la langue d'oïl, un petit peu mélangé. C'était très mal défini. Ascoli va définir ce contour et définir ses caractéristiques principales. Durant cette même période, certains auteurs vont se mettre à rédiger des textes en patois savoyard, notamment celle qui est notre plus grande autrice, ou l'une de nos plus grandes autrices, Amélie Gex. Vous voyez à droite l'un de ses poèmes. Elle aura une graphie plutôt influencée par l'orthographe française. La bise en rondant segogne, la porta de la maison. Fela ta cologne, pendant la morte saison. S'envriller ton torse enrouille, fela le temps passera. Dan, si ton fils s'embrouille, ton galant le dévoudera. Autre figure importante de l'époque, qui connaîtra d'ailleurs Amélie Gex, Aimé Constantin et son compère Joseph Desormeaux, dont je n'ai pas trouvé de photographie. Ils seront deux linguistes, deux philologues, qui publieront notamment en 1902 à titre posthume, Constantin étant mort en 1900, un impressionnant dictionnaire, l'un des premiers, recoupant la langue savoyarde avec des notations sur chaque patois, chaque commune, d'où telle ou telle forme de tel ou tel mot a été tiré. Ils vont également établir un premier alphabet phonétique qu'ils utiliseront dans ce dictionnaire. On voit là un tournant entre Aimé Constantin, Desormeaux et Ascoli, où les scientifiques, les linguistes, commencent à jouer un rôle très important dans l'évolution des parlers patois et dans leur diffusion et surtout leur conservation. Faisons un petit bond dans le temps, après la Seconde Guerre mondiale. En 1979, on retrouvera la création du groupe de Conflans, Conflans étant une sorte de vieille ville qui se situe juste au-dessus d'Albertville, au milieu de la Savoie, à l'entrée de la Tarentaise. Au milieu de ce groupe de Conflans, on va voir deux figures émerger, notamment Marius Udry, qui sera l'une des personnes à l'origine de la création du groupe. C'est un religieux, un abbé, il est également professeur, il est décrit par certains comme un véritable érudit, il a rédigé plusieurs livres en dehors de la question du patois savoyard sur l'histoire de la Savoie, et c'est également un résistant qui a connu la Seconde Guerre mondiale. Autre personne très importante, Gaston Tuaillon, qui nous a quittés il y a quelques années, qui est également un linguiste qui a beaucoup rédigé sur le savoyard, sur ses particularités, et beaucoup travaillé sur la question de patois. À ses débuts, le groupe de Conflans va tout de suite établir une nouvelle norme orthographique
qui est encore utilisée aujourd'hui. On l'appelle la graphie de Conflans, qui est une graphie phonétique et qui a pour but d'être beaucoup plus pratique pour les différents patoisans qui vont aller faire ce qu'on appelle, comme je le disais, des collectes, qui vont aller collecter des mots, qui vont aller collecter des phrases et qui vont même parfois écrire des petits bouts de grammaire. Ce groupe va accomplir un travail colossal durant toute la fin du XXe siècle et on se sert encore beaucoup de ce qu'ils ont laissé pour travailler sur le patois. Dans les années 2000, va paraître un dictionnaire qui est extrêmement pratique. Je vous le recommande et je vous le mettrai en description. C'est le dictionnaire de français savoyard de Roger Viré. Il va, on va dire, collecter les collectes et va réussir à créer un corpus extrêmement complet et précis de tout un tas de patois savoyards. Le dictionnaire est d'ailleurs encore mis à jour aujourd'hui et est disponible gratuitement sur Internet. Mais tous ces travaux ne concernent presque que la Savoie et on en viendrait presque à oublier qu'il existe autour du savoyard tout un tas d'autres dialectes ou langues, ça dépend comment on découpe les choses, qui composent le franco-provençal. Dans les années 1990, Dominique Stich, linguiste, va développer une nouvelle graphie pour l'ensemble du domaine franco-provençal. Alors la sienne a pour particularité de ne pas être une graphie phonétique, mais est plutôt à tendance étymologique, comme la graphie française, comme l'orthographe française. Il va la nommer ORB pour orthographe référence B. L'ORB sert à répondre à un besoin d'unité sur le territoire arpitanophone, notamment pour la communication écrite entre différentes organisations et des personnes de différents dialectes, que ce soit en Italie, à Aoste, que ce soit donc pour la Savoie, que ce soit pour la Suisse romande, que ce soit pour la zone dauphinoise ou encore autour du Lyonnais et du Bressan par exemple. Alors la question des dialectes maintenant en savoyard. Si jamais vous cherchez dialecte savoyard sur internet, vous tomberez probablement sur la page Wikipédia du savoyard et vous y trouverez des cartes réalisées par un internaute qui répond au pseudonyme de Gietois. Alors, il cite ses sources, mais selon moi, il manque un petit peu de données sur ces questions-là. Et on va avoir une division comme suit, comme sur la carte que vous voyez ici. Cette division, elle répond à une division en ce qu'on appelle les régions naturelles. Les régions naturelles, c'est un concept qui n'a pas vraiment de reconnaissance légale au sein du pays, qui concerne toute la France d'ailleurs, mais qui va plutôt s'intéresser à la conception que vont avoir les populations de leur découpage territorial, et également un découpage naturel en fonction des reliefs, beaucoup en Savoie, en fonction donc des massifs et des vallées. Le problème que j'ai, moi, en tant que tarin, en venant de Tarentaise, c'est qu'en ayant un petit peu jeté un œil sur le corpus de Roger Viré, pour moi, parler d'un dialecte uni en Tarentaise, c'est un petit peu une hérésie. Pour moi, il doit y avoir au moins 3 ou 4 subdivisions, peut-être même plus si jamais on avait plus de données en dehors de ce qu'a déjà pu réunir Monsieur Viré. Mais au-delà de ça, on va avoir des caractéristiques des différents patois de Tarentaise qui vont traverser les montagnes et être communes avec d'autres patois de l'autre côté, en Maurienne. Donc, restez ouverts sur ces questions-là. Ce découpage, il reste très utile pour situer un patois dans son environnement. Mais selon moi, il faut quand même rester ouvert sur la question et de toute façon, je compte réunir des données, je compte aussi les faire revoir par des gens qui s'y connaissent dans le milieu et je l'espère pouvoir vous fournir prochainement, prochainement, peut-être dans quelques mois, mais une vidéo qui parlera de la notion de patois et de la notion de dialectologie en Savoie, parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup.
Alors maintenant, mettons un petit peu plus nos mains dans le cambouis, avec la grammaire du savoyard. Alors, commençons avec un élément simple, c'est-à-dire sa phonologie, et en même temps, je vais vous apprendre, au travers de cette phonologie, donc, la graphie de Conflans. Alors, la graphie de Conflans, un petit mot sur cette graphie. Comme je vous l'ai dit avant, elle a été conçue par le groupe de Conflans à la fin du XXe siècle. Elle a été utilisée surtout pour réaliser tout d'abord des collectes qui étaient entreprises par des gens qui n'étaient pas linguistes et qui avaient besoin d'un outil beaucoup plus simple que quelque chose comme l'alphabet phonétique international pour entreprendre ces collectes. Donc dans beaucoup d'aspects, la graphie de Conflans va ressembler à l'orthographe du français. Par exemple, le son OU va être noté OU, le son O va être noté O, le son I va être noté I. On s'y retrouve sur beaucoup d'aspects. De temps en temps, on va avoir des petites choses qui vont changer. Mais je dois vous préciser deux petites choses avant de rentrer un peu plus loin dans la question grammaticale du savoyard. Tout d'abord, étant donné que le savoyard n'est pas aujourd'hui une langue unie, est une langue fractionnée en tout un tas de patois différents, je vais beaucoup utiliser mon propre patois, donc le patois de la Côte d'Em. Je vais aussi aller piocher dans divers patois comme le patois de Mâcon, le patois de Saint-Alban, pour vous donner une sorte de panorama général de ce que peut être la grammaire en savoyard. Mais du coup, chaque chose que je vais dire ne va pas forcément fonctionner sur tous les patois. C'est là toute la complexité. On va dire que je vous donne des aspects différents dans la grammaire savoyarde que vous allez retrouver dans certains patois, et à chaque fois ces aspects vont être changeants, et c'est une liste non exhaustive des aspects grammaticaux du savoyard. Deuxième petite chose sur la graphie de Conflans, elle a une petite particularité parce qu'au départ, on va dire que c'était une graphie qui était plutôt unie, mais dans son utilisation, elle a beaucoup évolué. On va avoir par exemple Roger Viret, dont je mettrai un lien vers le dictionnaire en description de cette vidéo, qui a réadapté lui-même la graphie de Conflans. Beaucoup de gens l'ont réadapté, il y a quelques doutes par-ci par-là. On les listera au fur et à mesure. Souvent, il y a des petites hésitations sur différentes choses, mais on va dire qu'on va ici, pareillement que pour les patois, exprimer les traits généraux de la graphie de Conflans. Alors, on va avoir de temps en temps quelques sons qui vont être ajoutés qui n'existent pas en français. Typiquement, on va avoir le son th et le son the présents en savoyard, qui sont les mêmes que pour l'anglais. Lorsque l'anglais les note th, nous avons les deux notations différentes pour la forme dévoisée et la forme voisée. Donc sh pour le th comme dans beneath en anglais, et zh pour le the comme dans l'article the, the anglais. Bien souvent, ce sont des phonèmes qui vont correspondre aux phonèmes français che et je. Je vais vous donner quelques exemples. Dans certains mots, par exemple le mot chapeau, alors tout ça c'est tiré du cotterin, du patois de la Côte d'Em. On va avoir thapet pour le chapeau, le that pour le chat, le thing pour le chien, et pour les the, on va avoir le thor pour le jour, rose pour rouge, ou ave pour l'âge. Notez bien que pour ces phonèmes-là, même si le th et le the vont être très répandus en Savoie, on va avoir des patois qui vont avoir d'autres formes. On va notamment avoir beaucoup de patois qui vont être en tse, dze, donc tse à la place du th et dze à la place du the. Donc ça va pas être on thapait pour un chapeau, ça va être on tsapait. Ça va pas être le thor pour le jour, ça va être le dzor. Pareillement, on va avoir d'autres patois comme à Tignes par exemple, où le th et le the vont devenir des se et des e. On va avoir les patois autour du Beaufortin et de l'Arly, où on va avoir une métathèse, une inversion, donc ça va devenir un st et un sd, donc le stapet et le sdor, et on va avoir encore d'autres patois, alors pas toujours au sein de la Savoie, mais très souvent du côté du Dauphiné, qui vont utiliser les sons che et je comme en français. Alors, comme beaucoup de langues romanes, le savoyard va comporter des accents toniques qui vont se réaliser par l'allongement de certaines voyelles. Traditionnellement, ces accents étaient notés en les soulignant, comme dans l'exemple que je vous ai mis en dessous, donc pour le mot rouge, rose, mais
La pratique tend à disparaître aujourd'hui, notamment chez Roger Viré, et bien souvent on ne fait que regarder les voyelles finales, et très souvent quand il y a un A, un E ou un O à la fin d'un mot, cela veut dire que la syllabe précédente est accentuée. Un petit peu comme en italien en soi. Un autre point, la nasalisation du savoyard est différente de celle du français. Ici, la plupart des voyelles placées avant les consonnes nasales se nasalisent elles aussi. Typiquement, pour les articles un et une, on va avoir on comme on thing et on a comme on a thana pour une chienne par exemple. Alors en coterin c'est un petit peu différent mais on ne entrera pas dans les détails. On va aussi avoir par exemple le M qui est considéré comme une voyelle nasale, donc une rime ça va se dire on a rama, et par exemple une graine ne va pas se dire grana mais grana. On va également retrouver beaucoup de voyelles ouvertes. La plus fréquente d'entre elles est le A, notamment utilisé comme terminaison des verbes du premier groupe. Donc par exemple pour le verbe aimer, ama, pour le verbe mettre, beta, pta aussi, et par exemple pour la poule, où on peut l'avoir à l'intérieur du mot même, notamment lorsque la voyelle est accentuée, on va avoir vorn. Et très souvent, cette voyelle peut être un petit peu confondue avec un O ouvert, mais c'est bien un A. Historiquement, on va aussi avoir une mutation du L étymologique, du L préconsonantique, donc juste avant une voyelle. Par exemple, dans les racines latines telles que balm, qui donne en français baume, on va avoir l'arpitan ou le savoyard borm. Pour alba, qui va devenir aube en français, on va avoir orba. Et pour, évidemment, comme j'en avais parlé avant, la racine alpe, qui donne donc alpe en français, ça va devenir or ou orp en savoyard et en arpitan. Alors cela dit, il existe de nombreuses mutations, mais cette application n'est pas forcément une science exacte. Ça va dépendre du patois, ça va dépendre du dialecte. Parfois, le mot n'a pas du tout muté car il s'agit d'un emprunt récent au français. D'autres fois, il y a des cas particuliers comme le rejet. On abordera d'ailleurs le rejet un peu plus tard. Mais voilà, c'est une mutation étymologique qui occure en savoyard, mais qui n'est pas toujours présente, on va dire. Pas forcément de façon systématique. Un autre trait, ça va être notamment les consonnes finales sonores, dont la notation est variable. Au départ, la graphie de Conflans recommandait de les noter TE pour que cela soit plus facile pour les locuteurs du français. Au final, aujourd'hui, on tend plus à supprimer le E muet, à tout simplement les noter T. Donc par exemple, ça c'est un trait qu'on retrouve beaucoup en tarentaise et en maurienne. On va avoir le mot par exemple qui va se dire on motte. On va avoir le mot planche qui va se dire on pote. Voilà, vous retrouvez ce genre de trait assez présent. On retrouve également d'autres variations graphiques, comme par exemple le son OUE. Alors traditionnellement, il est noté avec un W, mais beaucoup vont utiliser un O ou un OU. Là, par exemple, pour le mot que, on va avoir la quoi écrite de ces trois façons différentes. On va également avoir d'autres variations, comme par exemple la lettre Y, qui est parfois uniquement utilisée pour le iode, donc le son ye, et également parfois à la fois pour le son ye et le son I. Là, donc on a un rapport à l'étymologie qui est particulière. Maintenant, pour la question de la notation du H, le H va très souvent servir pour noter un hiatus, donc cette sorte de son, de phonème neutre, qui occure très souvent en patois de la Côte d'Em juste après une nasale. Donc par exemple, nous on va pas dire on a pour une, on va dire on a. Pour bonne, on va pas dire bon a, on va dire bon a. D'autres fois, ce hiatus peut être également noté avec un tiret. Pour ce qui est du H aspiré, le H comme en anglais, on va retrouver un double H, notamment chez Roger Viré. Donc par exemple, je vais vous donner deux exemples qui viennent de Maurienne, donc de la ville de Bessan. On va avoir Koha pour la côte, Behi pour la bête. Maintenant que vous savez écrire et prononcer
le savoyard. On va pouvoir rentrer un petit peu plus en détail. On va parler un petit peu de la grammaire du nom, de la grammaire des substantifs. On va diviser cela en deux parties. Tout d'abord les féminins et ensuite les masculins, parce qu'en savoyard, il existe ces deux genres grammaticaux-là. Et on va commencer par les féminins. Alors le féminin, classiquement, il possède deux terminaisons, deux formes, a au singulier et e au pluriel. Les deux sont atones et ils ressemblent à peu près au a et qu'on retrouve en italien. L'article féminin défini va se décliner en deux formes, donc la et les. Pareillement à l'italien d'ailleurs, sur ces points-là, on a vraiment des points communs entre le savoyard et l'italien. Donc la, les, la rota, les rote, la route, les routes, la vepa, les vepes, la guêpe, les guêpes. Quelque chose qu'on va aussi retrouver assez classiquement, ce sont des formes invariables de certains féminins. Alors ces formes vont varier selon les patois, elles sont très souvent tirées du pluriel, donc je vous en donne un exemple, en patois cotterin on va avoir la vasse et les vasses, et vous voyez que ça ne change pas, pareil la trouille et les trouilles pour les truies, et la plosse et les plosses pour la pluie, les pluies. Dans d'autres patois on peut parfois avoir également un i atone au féminin qui sera lui aussi invariable, c'est le cas à Mako et c'est le cas aussi à Tignes. Dans certains cas, les féminins peuvent également se terminer par une consonne, comme en français d'ailleurs. Si jamais on prend le phonème sion français, donc dans une bonne partie de la Savoie, il devient chon, à l'ouest il reste sion. Donc par exemple en cotterin, on va avoir prochéchon pour procession, situachon pour situation et proféchon pour profession. Donc la prochéchon, la proféchon, la situation. Pour ce qui est du masculin, le masculin peut être divisé en deux groupes. On va retrouver dans le premier tous les masculins qui se terminent par un O atone, pareillement à l'italien. Et on va également retrouver tous les masculins qui vont se terminer par une consonne ou une voyelle tonique. Donc ça va être par exemple les masculins en T comme mot que je citais tout à l'heure, les masculins en L, les masculins en O, les masculins en E, les masculins en A. Pour ce qui est de leur accord, le plus souvent, les masculins sont invariables. Donc en cotterin, par exemple, on va retrouver on vlad, di vlad pour un village, des villages. Mais dans quelques rares patois, il existe une forme plurielle et singulière du masculin en haut, donc notamment à Mako, à Esserblé, dans le canton de Douvaine. Pareillement, je vous remets les sources dessous. Donc par exemple, en patois makoté, on va retrouver on vlad, d'Ivlaz. Donc vous voyez, on a un ou atone au singulier et un o atone au pluriel. Pour ce qui est de la seconde catégorie masculine, donc la catégorie tonique, on dira, ou la catégorie consonantique, on va retrouver plusieurs cas en fonction du suffixe. On va avoir très souvent le suffixe L qui va évoluer différemment selon les patois. Il est fréquent de voir une flexion au pluriel pour les suffixes en al, soit par mutation, soit par soustraction du L, mais dans d'autres cas, le mot peut rester invariable. Donc, par exemple, à Alvar, on va avoir tsuva, tsuvo pour le mot cheval. À Saint-Martin-la-Porte, on va avoir sapèze, sapio pour un chapeau, des chapeaux. On va retrouver à Mako cheval et cheva. Donc là, ici, on va avoir non pas une mutation, mais une soustraction pour le mot cheval. Pareillement pour le mot chapeau, on va avoir on s'appelle, dit sapé. Donc un chapeau, des chapeaux. Et en cotterin, le masculin est toujours invariable et le plus souvent il s'est fixé dans une forme plurielle, donc se va, on se va, dit se va, on s'appelle, dit s'appelle. On va également retrouver d'autres mutations, d'autres flexions au pluriel. Dans de rares cas, on peut par exemple retrouver un T qui va disparaître au pluriel. C'est le cas notamment à Tignes, où on va dire on sept, dix-sept, donc un chat, des chats. On va aussi parfois pouvoir trouver de rares mutations nasales, comme on la peut dit lapin pour un lapin, des lapins.
en patois makoté. Mais ces mutations, comme je le disais, sont rares. Bien souvent, le savoyard a sélectionné des formes plurielles. Les T ont souvent disparu et les formes plurielles se sont fixées et sont devenues invariables. Abordons rapidement le cas des verbes maintenant. Le savoyard comprend 4 groupes verbaux, là où le français n'en comprend que 3. Le premier groupe français se divise dans les 2 premiers groupes savoyards. Je m'explique. On va retrouver le premier groupe avec les terminaisons en A dont je vous ai déjà parlé. Donc par exemple ama pour aimer, beta pour mettre, ou bouter, on va dire en français, le cognat français serait bouter. On va également retrouver le deuxième groupe qui évolue depuis l'ancien français yé, IER, et donc qu'on va retrouver sous diverses formes. Là, ça va beaucoup varier selon les patois. On va avoir des patois en est, on va avoir des patois en i, on va avoir des patois en ié, et les formes sont vraiment multiples. Donc par exemple pour le verbe manger, on va retrouver toutes ces formes-ci, mdje à la côte d'Em, mdje à Esserblay, mdji à Tignes, meusdi à Megève, mdji à Saint-Alban. Pour le troisième groupe, donc ce groupe-là correspond au deuxième groupe français. Donc on va retrouver des verbes tels que forni pour le verbe finir, ou fini, donc forni à la côte d'Em, fini à Saint-Alban. On va également retrouver un quatrième groupe qui est l'équivalent du troisième groupe français. Comme d'hab, il s'agit d'un groupe un petit peu fourre-tout. Donc par exemple, on va retrouver tous les verbes en re, comme plèvre pour pleuvoir, nez pour neiger, prindre pour prendre, queudre pour coudre. Évidemment, on retrouve également des irréguliers, notamment les auxiliaires, donc ici en cotterin, avait pour avoir, être pour être, pochet pour pouvoir. On va également retrouver des temps comparables au français, à quelques différences près, notamment un passé simple quasi absent, très souvent remplacé par le passé surcomposé. Donc alors, le passé surcomposé, si jamais vous ne connaissez pas, on le retrouve également en français, mais il est considéré comme non académique. C'est par exemple ce qu'on retrouve dans une phrase comme « j'ai eu vu ». On va avoir un redoublement de l'auxiliaire, donc alors avec une forme au présent, une forme au participe, et ensuite on va avoir le verbe conjugué qui va se retrouver sous sa forme participiale. On va également retrouver des conjugaisons proches de l'italien ou de l'occitan. Je vous en mets un petit exemple ici. Donc là, vous avez affaire aux conjugaisons de Saint-Alban. Donc le patois de Saint-Alban a été admirablement collecté par Roger Viret, et vous avez également quelques grammaires assez complètes, ce qui est parfois un peu rare pour pas mal de patois en Savoie. Donc par exemple, dame pour j'aime, dame pour tu aimes, l'âme pour il aime, nos âmes, nos amas, à l'amont pour ils aiment. Et pareillement, on va retrouver des formes différentes à l'imparfait ou au conditionnel présent. Un autre aspect très important du savoyard, ça va être notamment son vocabulaire, qui va parfois grandement différer par rapport au français. Même si aujourd'hui le savoyard va manquer d'un certain nombre de mots pour exprimer des concepts modernes, il est d'ailleurs en train d'en réinventer de nouveaux, il est en train de travailler sur les néologismes. On a à l'Institut de la langue savoyarde un groupe travaillant sur la néologie en savoyard. Eh bien, le savoyard a quand même traditionnellement tout un tas de mots beaucoup plus précis et beaucoup plus développés que le français pour parler de certaines réalités, en particulier les réalités naturelles du terrain qui ne concernent donc pas le monde francophone centralisé, donc autour de Paris. On va aussi avoir tout un tas de mots pour parler du monde paysan, et là on va pouvoir par exemple être un petit peu plus précis que le français.
Donc pour vous en donner quelques exemples avant de clore cette vidéo, on pourrait parler de la lance, qu'on retrouve, comme je le disais au début de cette même vidéo, dans le mot avalanche, la lance, qui désigne une sorte de pente dégagée où il y a très peu d'arbres, et d'ailleurs dans laquelle on peut voir se déclencher des avalanches. On va avoir la barme, dont je vous parlais un petit peu avant, qui est donc une sorte de renflement, une sorte de grotte. On va également retrouver le Nan, qui est un ruisseau, et on va aussi retrouver l'orbiolon. L'orbiolon, c'est un concept un petit peu particulier qui désigne une repousse lorsqu'on a coupé la branche d'un arbre, et qui va aussi parler d'une revitalisation au printemps. Et c'est sur ce dernier mot que j'aimerais vous quitter, le mot orbiolon, parce qu'effectivement, une branche peut être coupée, mais elle peut aussi repousser. Voilà, merci beaucoup à tous. J'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Savoyard. En attendant, je vous invite à partager cette vidéo, à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à commenter. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous en pensez. Vous trouverez tout un tas de sources en dessous de cette vidéo. Je vous ai beaucoup parlé du patois de la Côte d'Em, entre autres. Je suis en train de constituer un corpus duquel je tirerai une grammaire et une méthode d'apprentissage. Cela risque encore de prendre peut-être un an si jamais on est vraiment optimiste. J'espère que ce nouveau format et cette nouvelle ouverture vers le monde arpitan vous plaira. Voilà, en attendant, moi je vous dis au revoir et à bientôt.